L'intégralité de mon écran. Bon. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous pouvez voir l'écran de Skoll? Oui, c'est bon. Excellent, excellent, excellent. Alors, chapitre 1. Alors, la séance est dit, on va essayer de tout d'abord terminer le chapitre 1 rapidement. S'il vous plaît, je vous demande de couper les micros, s'il vous plaît. Les un de micro, essayez de le couper, juste pour éviter le son, les générateurs. Ben, alors, je reprends. Donc ici, si je me rappelle très bien, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés aux formules d'analyse combinatoire, où on a vu à quoi sert ce type de formule. Alors, aujourd'hui, on va continuer sur ce cours-là, sur ce chapitre-là, et on va essayer de commencer la notion de probabilité. Jusqu'à la dernière fois, si vous vous rappelez bien, nous avons vu uniquement la partie expérience aléatoire, résultat d'une expérience aléatoire, ensemble fondamental. Ça va? Il y a beaucoup de bruit. Les micros, s'il vous plaît. Les micros. Voilà. Ben, excellent. Ben, alors, donc, la dernière fois, grosso modo, alors on a commencé par la notion d'expérience aléatoire. Je une expérience aléatoire. C'est quoi les résultats d'une expérience aléatoire? C'est quoi l'ensemble fondamental? On a vu c'est quoi un événement. Hein? Alors, c'est un sous-ensemble de l'ensemble fondamental. Les opérations sur les événements. Et par la suite, les formules d'analyse combinatoire. Essentiellement deux formules. La formule l'oula, c'est la formule de l'arrangement. Lorsque l'ordre est important, donc on va utiliser l'arrangement. Et lorsque l'ordre n'est pas important, il faut utiliser les combinaisons. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va commencer les premiers pas en probabilité. Hein. Alors, en théorie de probabilité, donc ce que vous voyez ici, il y a deux approches qui ont été proposées pour calculer la probabilité d'un événement d'une façon générale. Il y a ce qu'on appelle l'approche fréquentiste, l'approche fréquentiste, et l'approche basée sur l'axiomatique de Kolmogorov. Alors, on commence par la première approche. Ce sont deux approches qui permettent de calculer la probabilité d'un événement quelconque. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui, c'est bon. Excellent. Ben, alors, la première approche, c'est l'approche fréquentiste. Elle se base sur ce qu'on appelle la répétition de l'expérience. On répète l'expérience un certain nombre de fois et on regarde sur ce nombre de fois, il y a combien de fois que l'événement A s'est réalisé. Un exemple. Alors, l'exemple, tu vous lancer une pièce de monnaie. Et supposons que cette pièce de monnaie, on ignore si elle est truquée ou non. Alors, je lance cette pièce de monnaie un certain nombre de fois, 10 fois. Et je regarde ces 10 fois. Par exemple, je m'intéresse, moi, à calculer la probabilité de pile, voilà, de face. Si je m'intéresse, par exemple, à la probabilité de pile, je regarde dans ces 10 lancers, j'ai obtenu combien de piles. Et la probabilité d'obtenir pile sera quoi? Le nombre de fois que j'ai obtenu pile sur le nombre total de fois que j'ai répété l'expérience, c'est-à-dire ici, dans notre cas, c'est 10. Et avec cette façon, on trouve la probabilité d'un événement. Alors, le problème avec ce type d'approche, c'est qu'elle nous donne toujours une estimation de la probabilité, elle ne nous donne pas une valeur exacte. Allez,
il faut dire, est-ce qu'on va s'arrêter à n égale à 10? Est-ce qu'on va s'arrêter à n égale à 100? Mais ce qui est très important, c'est que tant qu'on augmente la valeur de n, on aura une valeur plus précise de la probabilité de cet événement. Donc, plus le n augmente, plus on aura la probabilité de cet événement est plus précise. Le problème, c'est qu'il faut répéter un certain nombre de fois et un très grand nombre de fois l'expérience pour arriver à une probabilité d'un événement. Donc ça, c'est une approche qui a été utilisée auparavant, il y a 2 siècles. Alors maintenant, la deuxième approche pour calculer les probabilités, c'est l'approche qu'on va adopter dans le cadre de ce cours. Hein, c'est qu'on suppose qu'on a une certaine connaissance a priori de la probabilité d'un événement. En fait, la probabilité d'un événement est considérée comme une mesure qui exprime le degré de conviction d'un individu particulier, en se basant sur l'expertise interne, sur l'expérience interne, sur les sentiments à la réalisation de cet événement. Donc ici, cette probabilité est purement théorique et qui ne nécessite pas d'expérimentation. On n'a pas besoin de répéter l'expérience pour avoir la probabilité d'un événement. Par exemple, si je prends un dé parfait, je sais que la probabilité d'obtenir une des facettes du dé, c'est 1/6. Donc, je n'ai pas besoin de répéter l'expérience 100 fois ou 200 fois pour savoir que la probabilité d'obtenir 2, par exemple, c'est 1/6. Et je sais exactement que la probabilité d'obtenir un nombre qui est différent de 1 à 6, c'est toujours égal à 0, car un dé, il est toujours numéroté entre 1 et 6. Donc, c'est ce type de probabilité qu'on va utiliser. Alors, ben, est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter à tout moment, d'accord? OK. OK. Ben, alors, je prends un ensemble fondamental, oméga, qui est associé toujours à une expérience aléatoire, et xi, un ensemble de tous les événements de oméga. Donc, tous les événements de oméga, ça veut dire l'ensemble vide, oméga lui-même, un événement, le regroupement de 2 événements, le regroupement de 3 événements, c'est-à-dire tous les sous-ensembles possibles que je peux former à partir de oméga. Ça, c'est l'ensemble xi. Alors, la probabilité que je peux associer à chaque élément de xi ou d'oméga, il doit vérifier les 3 axiomes suivants. Donc, la probabilité, elle doit vérifier les 3 axiomes suivants. La probabilité de l'ensemble égale à 1, ça veut dire, on a vu que l'ensemble fondamental, c'est l'événement certain. Donc, la probabilité de l'événement certain, c'est toujours égal à 1, puisqu'on est certain d'avoir un résultat de oméga lorsque j'effectue l'expérience aléatoire. Deuxième propriété ou axiome, c'est que quel que soit l'événement que j'ai qui appartient à oméga, toujours la probabilité est toujours un nombre positif. C'est-à-dire la probabilité de cet événement, toujours un nombre positif ou nul. Je peux avoir des événements qui sont nuls, leur probabilité sont nulles, mais jamais négatives. D'accord? Donc, c'est très important. Et lorsque j'ai une famille d'événements A1, A2 jusqu'à AN qui sont incompatibles 2 à 2, ce concept, on l'a vu la dernière fois. Ça veut dire quoi, 2 événements incompatibles? Ça veut dire leur intersection est égale à le vide. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun élément. Alors, si j'ai un ensemble de n événements qui sont compatibles 2 à 2, ça veut dire quoi? Incompatibles 2 à 2, ça veut dire si je prends n'importe quel 2 événements de ces n événements et je fais leur intersection, je trouve toujours l'ensemble vide. Alors, la probabilité de la réunion de ces événements, c'est égal à tout simplement la somme des probabilités. Ce sont 3 axiomes que doit vérifier une probabilité. Donc, une probabilité, c'est une application qui part de xi vers 0,1. Donc, une probabilité, elle dépasse jamais le 1. Elle n'est jamais au-dessous de 0, avec entre 0 et 1. Et elle doit vérifier les 3 actions qu'on vient de voir. Bien. Alors, voici quelques règles de calcul des probabilités. Donc, soit 2 événements A et B, bien sûr du même ensemble fondamental oméga. La probabilité de l'ensemble vide, c'est toujours égal à 0. C'est l'événement impossible, on l'a vu la dernière fois. La probabilité de A bar, c'est 1 moins la probabilité de A.
la probabilité de n'importe quel événement A, elle est toujours entre 0 et 1. Si A inter B est différent du vide, ça aussi on l'a vu la dernière fois, P de A union B, c'est égal à P de A plus P de B moins la probabilité de l'intersection. Alors, cinquième, si A et si B est inclus dans A, alors automatiquement la probabilité de B elle est inférieure ou égale à la probabilité de A. Et c'est tout à fait normal ici. Ici, le B, il est inclus dans A. Donc, dans A, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le B plus d'autres résultats. Donc, dans A, il y a plus de résultats que B. Donc, c'est tout à fait normal que la chance que le A soit réalisé est supérieure que la chance que le B soit réalisé. D'accord? Alors, la probabilité de A inter B, c'est P de A moins P de A inter B bar. Tout ça, on peut le démontrer mathématiquement, mais on ne va pas très souvent l'utiliser, mais on peut le démontrer. Hein. Pour ceux qui s'intéressent, je peux préparer un document qui donne la preuve de toutes ces propriétés. D'accord? Alors, maintenant, un premier théorème, c'est la probabilité totale. C'est que, supposons que j'ai un ensemble d'événements B1 jusqu'à Bn qui forment un système complet d'événements. Ça, on l'a vu la dernière fois. Ça veut dire quoi, un ensemble d'événements qui forme un système complet d'événements? C'est tout simplement, il vérifie les deux conditions. Je fais un fait. La première condition, si je prends n'importe quels deux événements, je fais leur intersection toujours vite. Et la deuxième condition, si je fais la réunion de tous ces événements, je retrouve l'ensemble oméga. Si un ensemble d'événements vérifie ces deux conditions, on a dit que cet ensemble d'événements, on l'appelle un système complet d'événements. Alors ici, ce théorème-là, ou théorème de probabilité totale, qu'est-ce qu'il dit? Si je prends n'importe quel, donc si j'ai un système complet d'événements sur oméga, et si je prends n'importe quel événement A, qui est différent des B1, B2 jusqu'à Bm. Alors, la probabilité de cet événement, je peux la calculer de la manière suivante. Et c'est la somme des probabilités de A inter chaque événement du système complet d'événements. J'ai essayé ici d'expliquer ça graphiquement à l'aide de ce tableau blanc. Hein. Je vais essayer de... Malheureusement, je suis en train d'utiliser la souris. Alors, je prends un ensemble oméga. Ça, c'est mon ensemble oméga. D'accord? A. Je crée un système complet d'événements. Ça, c'est, on va l'appeler, alors, B1, B2 et B3. Regardez ici. Hein? Pourquoi B1, B2, B3 forment un système complet d'événements? Si je prends B1 inter B3, c'est toujours égal le vide, et B2 inter B3, c'est toujours égal le vide. Donc, ils sont deux atomes incompatibles. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, si je fais B1 union B2 union B3, je retrouve tout le oméga. Donc, je peux dire que B1, B2, B3 forment un système complet d'événements. Alors, maintenant, je vais prendre un autre événement qui est tout à fait différent, que j'appelle un événement A. C'est le cercle ici. Hein. Alors, le A, je peux le reconstruire comme étant la réunion de plusieurs événements qui font l'intersection avec B1, B2, B3. Je commence. A, l'événement A égale, regardez ici, A inter B1. A inter B1, c'est cette partie-là. Est-ce que tout le monde est d'accord ici? Oui, monsieur. Ouais. Oui, monsieur. Oui. Union, ça c'est la première partie. Union A inter B2. A inter
B2. Alors, A inter B2, c'est cette partie-là. C'est A inter B2. Union par A inter B3. Alors, A inter B3, cette partie-là. Donc ici, je viens de reconstruire le A en le mettant comme étant la réunion de trois événements. Alors maintenant, si je veux calculer la probabilité de A, probabilité de A, alors, une question pour vous maintenant, avant de parler des probabilités, est-ce que les trois événements A inter B1 et A inter B2 et A inter B3, est-ce qu'ils sont incompatibles de A2? Est-ce que ça et ça sont incompatibles de A2? Oui. Donc, la probabilité de leur réunion, c'est égal à la somme des probabilités. Donc, si j'applique la probabilité à A et j'applique la probabilité de ce côté-là, ça c'est la probabilité. Alors, j'aurai la probabilité de tout ça. Or, la probabilité de tout ça, union, tout ça, union, tout ça, ça sera la probabilité de A inter B1 plus la probabilité de A inter B2 plus la probabilité de A inter B3. Donc, d'une manière générale, c'est la somme des probabilités de A inter BI. C'est bien sûr, j'ai plusieurs événements I variant de 1 à N. Et de cette façon, j'ai reconstruit ou j'ai calculé la probabilité de A en calculant la probabilité des intersections. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Oui, oui. Elle forme 1 à qui est non. Donc, j'ai donné ici un autre exemple, mais puisque vous avez bien compris graphiquement, c'est largement suffisant pour moi. Alors, maintenant, donc, si je prends l'ensemble oméga, un ensemble fondamental fini ou infini mais dénombrable, alors, si je prends un événement A quelconque de cet ensemble fondamental, la probabilité d'un événement est définie comme étant, c'est la somme des probabilités des résultats qui constituent cet événement. Donc, je répète, la probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités de chaque résultat élémentaire qui se trouve dans cet événement. Bon, un événement, c'est un sous-ensemble de oméga. Il peut être constitué d'un ou plusieurs résultats. S'il contient plusieurs résultats, donc la probabilité de cet événement, c'est tout simplement, c'est la somme des probabilités des résultats qui se trouvent dans cet événement. Alors, je prends un cas ici très particulier. Et lorsque l'ensemble fondamental oméga est équiprobable. Ça veut dire quoi équiprobable? Ça veut dire que tous les résultats de l'ensemble fondamental ont la même chance d'être réalisés. Ma femme m'a un résultat qui est favorisé sur l'autre. Ils ont tous la même chance d'être réalisés. Donc, si j'ai... Monsieur, l'oméga, oui. Oméga incompatible, Z. Qui fait? L'oméga I, donc. Incompatible, les autres. L'oméga I, Oui. l'oméga I, c'est un résultat particulier. Je comme un exemple. Alors, je lance un dé. Le oméga, c'est quoi? Le oméga, lorsque je lance un dé, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles. D'accord? Oui. Le oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'appelle l'événement A obtenir un nombre pair. Et je veux calculer la probabilité de cet événement A. Donc, la probabilité de cet événement A, c'est quoi? C'est la somme des probabilités de chaque résultat qui se trouve dans l'événement A. Ça veut dire quoi? C'est la probabilité d'obtenir 2. La probabilité d'obtenir 4 et la probabilité d'obtenir 4 plus la probabilité d'obtenir 6. 6. Oméga I, le petit oméga I, ce sont les résultats élémentaires ou les événements élémentaires qui se trouvent dans l'événement A. C'est les résultats qui se trouvent dans l'événement A. D'accord? Alors, ici, cas particulier, très particulier, lorsque tous les résultats sont équiprobables. Ce n'est pas toujours le cas. Monsieur, في P de A égale somme de P de oméga I عليهم condition oméga I ولا لا؟
هذاك اش حبيت نعرف. L'oméga I, non. على خاطر علاش ما عندهمش condition l'oméga I. على خاطر l'oméga I, c'est un résultat. C'est un événement supplémentaire. اي عندك فهمتك. فهمتي ولا؟ C'est des résultats qui sont élémentaires. Alors, l'oméga, l'ensemble fondamental, supposons qu'on suppose dans un cas particulier où l'ensemble fondamental est équiprobable. D'accord? Alors, si il est équiprobable, ça veut dire que tous les résultats possèdent la même chance d'être réalisés, ou ils ont la même chance d'être réalisés. Donc, si dans l'ensemble fondamental, j'ai n résultats, donc la probabilité de chaque résultat, de chaque WI, c'est égal à 1 sur n, quel que soit le résultat qui se trouve dans oméga, quel que soit le résultat. Un résultat, hein, c'est un résultat, c'est un événement, ça m'énerve, élémentaire. D'accord? Je lance un dé. Le fait d'obtenir 1, c'est un résultat. Le fait d'obtenir 2, c'est un résultat. D'accord? Allez, on a un événement élémentaire. Un événement élémentaire, c'est un événement qui contient un seul résultat. D'accord? Alors, par contre, donc ici, on peut déduire, hein, si on fait cette hypothèse qui est très, elle limite beaucoup hein, le champ d'application. C'est pas dans la vraie vie, les résultats dans l'ensemble fondamental ne sont pas toujours équiprobables. Alors, donc, si on fait cette hypothèse d'équiprobabilité, alors la probabilité d'un événement A, tout simplement, ça devient, et c'est la cardinalité de A divisée étoilée par la cardinalité de oméga. Le cardinalité, ça veut dire le nombre d'événements qui se trouvent, c'est pas ici le nombre d'éléments, ou le nombre d'éléments, ou le nombre de résultats qui se trouvent dans A, divisé par le nombre de résultats qui se trouvent dans oméga. J'applique cette formule uniquement lorsque tous les résultats de l'ensemble fondamental sont équiprobables. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Ok. Je prends un exemple ici, je jette un dé parfait à 6 facettes et j'intéresse à obtenir un chiffre inférieur ou égal à 2. Donc ici, le A, c'est quoi? Il contient 1 et 2. Puisque le dé est parfait et l'ensemble fondamental, c'est 1, 2, 3, 4, 6, et qui est équiprobable, c'est un dé qui est parfait. Donc, toutes les facettes ont la même chance d'être réalisées. Donc, la probabilité d'obtenir 1 égale la probabilité d'obtenir 2, etc., égale à 1 sixième. Donc, pour calculer le P de A, il suffit de mettre cardinalité de A, elle y est 2, c'est-à-dire le nombre d'éléments qui se trouvent dans A, divisé par la cardinalité de oméga, elle y est 6, c'est le nombre d'éléments qui se trouvent dans oméga. Donc, c'est 2 sixièmes qui est égal à 1 tiers. D'accord? Alors ici, je vais revenir un peu sur les formules de l'analyse combinatoire. Donc ici, pour calculer les probabilités, on vient de voir ici qu'il faut vraiment dénombrer ou compter hein, le nombre d'éléments dans un événement. Hein. Donc, il faut toujours compter et pour ce fait-là, on a besoin des formules d'analyse combinatoire. D'ailleurs, j'ai donné un exemple ici pour vous montrer l'intérêt d'utiliser les formules d'analyse combinatoire dans le calcul des probabilités. Alors, généralement, parfois, on se demande pourquoi on étudie l'analyse combinatoire ou les formules d'analyse combinatoire en probabilité. Voici un exemple qui montre l'intérêt de ces formules-là. Alors, je prends un jeu de cartes de 32 cartes. Là, c'est ce que le taf ou alors, on dit 7, 8, 9, 7, 8. Alors, le jeu de cartes, alors 7, 8, 9. Allez, 7, 8, 9, valet, dame, roi et as. D'accord, alors, je dois aller écrire. Je t'avoue. Alors. Alors, donc 7, 8, 9, 10. C'est un jeu de cartes de 32 cartes. Un 4, 9, 10. Et valet, dame, roi et as. Donc, avec les 4 couleurs, donc on dit 8 x 4, c'est 32, d'accord? Ben, je reviens à la présentation.
Alors, la première question ici, déterminer le nombre de mains possibles qui contient 5 cartes. Donc, il y a un alf qui n'a 5 cartes à une personne. Il y a combien de mains possibles? Comme j'ai dit la dernière fois, la première question qu'il faut se poser ici, est-ce que l'ordre est important ou non? Non, il n'est pas important. Voilà, une main fait un as ou voilà, 2 as ou 2 dames ou un roi, hein, quel que soit l'ordre, les filles, les cartes d'eau, c'est la même main. Donc, l'ordre n'est pas important. Donc, ici, c'est la formule de la combinaison qu'on va utiliser. Voilà. Donc, on va calculer combinaison 5 cartes parmi les 32 cartes. Donc, on va trouver ici, lorsqu'on applique cette formule, c'est 201 376. Alors, regardons la deuxième question. Alors, déterminer le nombre de mains de 5 cartes contenant exactement 3 as. Donc, une main de 5 cartes, il y a exactement 3 as. Alors, toujours ici, l'ordre n'est pas important. Alors, je dois choisir, sur le 32 cartes, il y en a 4 as. Donc, je dois choisir 3 as parmi 4 et fois, je complète ma main. Une main de 5 cartes. Donc, je complète ma main par 2 cartes parmi les 28 cartes qui restent. As. Donc, à mal 4, 32 moins les 4 as. Donc, il me reste 28 cartes. Mais le 28 cartes, je dois choisir 2 cartes pour avoir le nombre de mains de 5 cartes qui contiennent exactement 3 as. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, c'est bon. Excellent. Donc, si on regarde maintenant la troisième et la dernière question, c'est ça l'objectif de l'exercice ou de l'exemple. Donc, ici, on veut déterminer la probabilité de tirer une main de 5 cartes qui contient exactement 3 as. C'est tout simplement, hein, c'est le nombre, si j'appelle obtenir une main de 5 cartes contenant exactement 3 as, l'événement A. Donc ici, on nous demande de calculer la probabilité de l'événement A. Alors la probabilité de l'événement A, c'est quoi? C'est le nombre de cas favorables à A divisé par le nombre de cas possibles. Alors on a vu dans la première question, c'est quoi le nombre de cas possibles? C'est 201 000 et quelques. Et ici, c'est le nombre de cas favorables à A, le 1512. Donc, il suffit de faire le ratio pour trouver la probabilité d'obtenir exactement 3 as dans une main de 5 cartes. Donc, vous voyez ici l'intérêt d'utiliser les formules d'analyse combinatoire dans le calcul des probabilités. Alors, ici, la seule condition qu'on peut faire ça, c'est que tous les résultats de l'ensemble fondamental sont équiprobables. Est-ce que c'est clair? Donc ici, on suppose que toutes les cartes ils ont la même chance d'être tirées. D'accord? Alors, on arrive à la dernière partie de ce cours-là, qui est la probabilité conditionnelle. Et c'est une partie qui est très importante aussi. Alors, comme mesure, est-ce qu'il y a des questions? Non. Non, c'est bon. Alors, donc, comme mesure de l'incertitude, la probabilité d'un événement A dépend de l'information qu'on détient sur cet événement. Là-dessus, comme un exemple qui touche la vie quotidienne des gens. Alors, je prends la probabilité que nous pourrons donner à l'événement A. C'est quoi l'événement A? Prêter de l'argent à une personne X. Alors, la probabilité que je prête de l'argent à une personne X dépend de la nature ou la solvabilité de cette personne. Alors, si cette personne est solvable, alors la probabilité de A va probablement s'approcher de 1. Si je suis une personne gentille, je dépanne les gens. Alors, dans le cas contraire, si tu connais très bien que cette personne n'est pas solvable, donc cette probabilité, elle va tendre vers. Alors, cette information, si la personne elle est solvable ou non solvable, je peux la mettre dans un événement B. Et dans ce cas, je peux exprimer cette probabilité de prêter à une personne de l'argent lié au niveau A, sachant que la personne X est solvable à l'événement B. Je peux, en probabilité conditionnelle, P de A, sachant B. Bien sûr, ici, dans ce cas, dans la valeur, ça se rapproche de 1, puisque
puisque la personne est solvable. Donc, c'est comme ça qu'on finit généralement une probabilité conditionnelle. Alors, d'une manière générale, donc j'ai donné un exemple juste pour comprendre. Alors, par exemple, ici, avant de voir la définition générale d'une probabilité conditionnelle, alors, prenons un autre exemple. Toujours prêter à une personne de l'argent, sachant qu'il a les yeux bleus. Est-ce que cette information additionnelle que je viens de vous donner, est-ce qu'elle va influencer la probabilité que vous allez prêter à cette personne de l'argent, sachant qu'il a les yeux bleus? Non. Non. On va voir à la fin de ce, oui, on va voir à la fin de ce cours, on va dire dans ce cas, lorsque la probabilité de réalisation, lorsqu'un événement B n'influence pas la probabilité de réalisation d'un événement A, on dit que deux événements sont indépendants. Donc, le fait qu'une personne soit solvable ou non va influencer grandement la probabilité que je prêtais à cette personne de l'argent. Par contre, le fait qu'une personne a les yeux bleus ou non, hein, ça ne change rien au fait que je vais prêter à une personne de l'argent ou non. D'accord? C'est juste un petit guillemets. Alors, d'une manière générale, il est possible de définir une probabilité d'un événement A, sachant qu'on pose une certaine information additionnelle, hein, qui est définie par un événement B. Alors, cette probabilité conditionnelle, c'est une probabilité conditionnelle. Formellement, on la note par P de A, sachant B. Alors, B, c'est l'information additionnelle, hein, que je donne pour cette probabilité conditionnelle. Alors, prenons un exemple. Ici, vous allez mieux comprendre la notion de probabilité conditionnelle. Alors, dans ce tableau, j'ai les individus d'une population. J'ai 1000 individus qui sont classés selon le genre, homme, femme, et s'ils sont atteints d'une pathologie M. Donc, ici, j'ai les hommes, femmes, le genre, et ici, j'ai atteint, non atteint d'une certaine pathologie M. Donc, ici, au total, j'ai 450 hommes et 550 femmes. Au total, j'ai 1000 personnes. Alors, le total des non atteints, c'est 850, et ceux qui sont atteints, le total, c'est 150. Alors ici, je définis l'expérience aléatoire, c'est quoi? Je sélectionne une personne au hasard, et je définis les événements suivants. H, l'individu sélectionné est un homme. F, l'individu sélectionné est une femme. M, l'individu sélectionné est atteint. Et NM, l'individu sélectionné est non atteint de la pathologie M. Alors ici, si je vous demande, avant d'aller, si je vous demande par exemple ici de calculer la probabilité que la personne ou l'individu sélectionné soit un homme. Alors comment vous allez calculer cette probabilité? Bon, Chofna, le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc ici, pour calculer la probabilité de H, c'est je fais 450 sur 1000 personnes. La même chose pour les femmes, P de F, c'est 550 divisé par 1000 personnes, toujours, d'accord? Alors, donc, par exemple, pour ceux qui sont atteints, par exemple, si je vous demande de calculer P de M, c'est-à-dire ici, qui sont atteints par la pathologie M. Donc, je fais quoi? Je regarde il y a combien de personnes qui sont atteintes par la pathologie M et je divise ce nombre-là par toujours le total qui est oméga. C'est notre oméga, ici, c'est 1000 individus. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Alors, Oui. Oui. Je tire maintenant un individu au hasard et je constate qu'il est un homme. Donc, c'est l'information additionnelle. Mais je ne sais pas s'il est atteint ou non atteint de la pathologie M. D'accord? Alors, on veut maintenant déterminer la probabilité que cet homme soit atteint de la pathologie M. Ça veut dire quoi ici? Sachant qu'il est homme, je veux calculer la probabilité qu'il est atteint par la pathologie M. Donc, c'est P de M, sachant H. Donc, je veux calculer P de M, sachant H. Alors, ici, je sais très bien maintenant qu'il est un homme. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais revenir à mon tableau. Est-ce que je vais regarder les 1000 personnes ici? Non. Puisque je sais qu'il est un homme, je vais regarder uniquement cette ligne-là. Car l'information additionnelle qui m'était donnée maintenant, je sais très bien qu'il est un homme. Donc, pour moi, le nombre de cas possibles, il est réduit de 1000 à 450. Donc, le nombre de cas possibles pour moi, c'est 450.
Et je regarde dans ces 450, il y a combien de personnes qui sont atteintes. Donc, je fais P de M sachant H, ça devient, c'est 22 divisé par 450. D'accord? Donc ici, 22 divisé par 450. Il y a l'information additionnelle sur le rôle d'Aha. C'est, dans la majorité des cas, c'est de réduire la cardinalité de l'ensemble de cas possibles. L'ensemble de cas possibles. Quand on ignore, on n'a aucune information additionnelle. Mais maintenant, je sais que c'est un homme. Donc, le nombre de cas possibles, c'est plus 1000, c'est uniquement 450. Et je regarde dans ces 450, il y a combien d'hommes qui sont atteints. Donc, 22 sur 2. Alors, si je divise le numérateur par 1000, le dénominateur par 1000, ça ne change rien. Alors, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 22 sur 1000. Alors, si je reviens ici, 22 sur 1000, lorsque je divise 22 sur 1000, c'est quoi 22 sur 1000? C'est la probabilité de H et M, tout simplement. Si je fais P de H et M, c'est 22 sur 1000. Je descends. Maintenant, 450 sur 1000, c'est quoi? C'est tout simplement P de H. Regardez ici, 450 sur 1000, c'est P de H. Donc, le 22 sur 1000 et le 450 sur 1000, il y a P de M inter H, ou H inter M, c'est la même chose, sur P de H. Et d'où ça vient ici la formule des calculs des probabilités conditionnelles. C'est-à-dire qu'il y a une formule. Alors, soit A et B, deux événements de oméga, avec B, un événement non vide. Alors, on va diviser par P de B. Donc, le P de B doit être non vide pour qu'il soit strictement positif, non nul. Alors, je ne peux pas diviser par un nombre nul. Alors, la probabilité de réalisation de A, sachant que B est réalisé, P de A sachant B, comment je la calcule? Tout simplement, il y a P de A et B divisé par P de B. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien. Alors, je vais effacer et je vais expliquer cette formule à l'aide du diagramme de Venn. Vous allez voir, hein, c'est très simple. Voilà. Je prends le diagramme de Venn. D'accord? Alors, ça, c'est l'événement A. Ah, l'événement A. La probabilité, elle est à fond, P de A. C'est une probabilité conditionnelle. C'est quoi? P de A, sachant oméga. Sachant que tout le oméga s'est réalisé, c'est quoi la probabilité de A? Par simplification, on va P de A. Ben, maintenant, on va P de A. Sachant, mais tout le oméga s'est réalisé. Là, une partie de oméga, elle est B. Mais tout le oméga est réalisé. Donc, il y a P de A, sachant oméga, il y a c'est P de A. Pour simplification, il n'y a pas P de A. Hein? D'accord? Maintenant, ce n'est pas tout le oméga s'est réalisé, c'est uniquement le B. Il y a d'abord qui est réalisé. Ah, le B. Un seul l'oméga, il y a d'abord qui est réalisé. Donc, pour déterminer la probabilité de A, sachant B, c'est quoi? Je regarde la partie de l'intersection et elle représente quoi par rapport à la probabilité de B. Donc, elle est qu'elle injecte, c'est P de A inter B divisé par le nombre de cas possibles. Elle est au P2 pour la probabilité hein, dans l'événement qui est réalisé. Elle est au P de B. Est-ce que c'est clair la formule de la probabilité conditionnelle? Donc, on n'a plus tout le oméga qui se réalise, on a uniquement le B se réalise. Donc, pour calculer P de A, sachant que le B est réalisé, je regarde uniquement la partie qui fait l'intersection. Alors, c'est uniquement le B qui est réalisé. Donc, je regarde la partie de B qui se trouve dans A qui est réalisée, divisé par le B, tout le B, il est uniquement réalisé, c'est le B. Ben, je reviens
à la formule. Donc ça, c'est la définition de calcul, comment je calcule une probabilité conditionnelle à partir d'une probabilité de l'intersection. Le deuxième théorème des multiplications de probabilité, c'est exactement, c'est la formule, c'est la définition de probabilité conditionnelle, mais écrit autrement. Écrit autrement. Ici, je calcule la probabilité conditionnelle à partir d'une probabilité d'intersection. Et ici, c'est tout à fait l'inverse. Je calcule la probabilité de l'intersection à partir d'une probabilité conditionnelle. Et c'est une autre écriture. Donc, si je multiplie ça, P de A sachant B fois P de B égale P de A inter B. D'accord? Puisque P de A inter B, il y a P de B inter A, donc il y a je peux inverser. Et c'est P de B sachant A fois P de A. Et une autre propriété de la probabilité conditionnelle, il y a P de A bar sachant B, il y a 1 moins P de A sachant B. Alors, on va faire des exemples à la fin, une fois que je présente ici les formules, ces différentes formules. Vous allez voir, toutes les formules découlent de la définition de la formule des probabilités conditionnelles. Toutes les formules qu'on va voir, elles découlent de cette formule ou des définitions de la probabilité conditionnelle. Hein. Alors, je commence par ce qu'on appelle la formule de Bayes, la première forme de la formule de Bayes. Alors maintenant, si j'inverse, alors si je veux calculer P de B sachant A, il y a P de B inter A sur P de A, il y a P de A inter B, puisque P de A inter B, il y a P de B inter A. Alors, c'est égal à P de A sachant B fois P de B. Donc, P de B sachant A, il y a P de A sachant B fois P de B divisé par P de A. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a utilisé? Ici, on a utilisé la formule de multiplication de probabilité pour passer de là à là. D'accord? Maintenant, la formule des probabilités totales. P de A, c'est la somme de P de A sachant BI. Or, P de A sachant BI, c'est quoi? C'est P de A sachant BI fois P de BI. Ninjet la formule de multiplication avec P de A sachant et B, il y a P de A sachant B fois P de B. Et dans l'indice I ici, puisque supposons qu'il y a plusieurs événements, B1, B2, Bn. D'accord? Donc, si je remplace ici, au lieu P de A sachant P de A inter BI, je dois les P de A sachant BI fois P de BI. Je regarde finalement la formule de Bayes et on va faire des exemples sur ça. Alors, soit, supposons j'ai une partition ici, ou un système complet d'événements. Alors, P de BI sachant A, et il y a P de A sachant BI fois P de BI, et c'est le P de A ici. Si vous regardez, la formule de Bayes, la deuxième forme, et c'est un rapport de deux formules. Et c'est la formule au numérateur, c'est la formule de multiplication de probabilité, divisée par la formule des probabilités totales, cette formule-là. Donc, c'est un ratio de deux formules précédentes. Je vous l'application en termes, vous allez mieux comprendre ici. Alors, je commence tout d'abord par la notion de probabilité conditionnelle. Alors, soit l'expérience aléatoire qui consiste à lancer un dé, à lancer simultanément deux dés différents. Alors, quelle est la probabilité d'avoir une somme égale à 8, sachant que les deux dés indiquent des chiffres différents? Alors, je commence par définir, sauf que forme quel sachant maintenant. Alors, je prends la phrase qui est avant le sachant, ça c'est l'événement A. La phrase qui est après le sachant, ça c'est l'événement B. Regardez ici, l'événement A, les deux dés indiquent une somme égale à 8. L'événement B, les deux dés indiquent des chiffres différents. Donc ici, ce qu'on me demande de calculer, il y a P de A sachant B. Puisqu'on a appliqué la formule, je finis à P de A sachant B, je reviens à la formule, P de A sachant B, il y a P de A et B divisé par P de B. Alors, ces ensembles A et B et oméga. Je commence par oméga. Lorsque je lance deux dés simultanément, il y a combien de résultats possibles? 36. Nijet 36, c'est 6 fois 6. Donc, le premier dé, 1 avec 1, 1 avec 2, 1 avec 3, jusqu'à 1 avec 6, etc. Donc, j'aurai 36 résultats possibles. Maintenant, j'ouvre l'événement A.
parmi les 36 résultats possibles de oméga, il y en a combien qui se trouvent dans A? Je connais A. Les 2D indiquent une somme égale à 8. Donc, je vais regarder parmi les 36 couples ou résultats qui se trouvent dans oméga, il y en a combien de couples dont la somme égale à 8? Alors, il y en a 1, 2 et 6, 3 et 5, 4 et 4, 5 et 3 et 6 et 2. Donc, il y en a combien de résultats? 5. Maintenant, je vais déterminer la probabilité de B. Ça veut dire quoi à B? Le 2D indique des chiffres différents. D'accord? Indique des chiffres différents, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais les 36 résultats possibles, j'élimine quoi? Le 1-1, le 2-2, le 3-3, le 4-4, le 5-5 et le 6-6. Donc, j'élimine combien de résultats? J'élimine 6. Donc, il me reste 30 résultats possibles. Alors, maintenant, j'écris la formule des probabilités conditionnelles. P de A sachant B, par définition, c'est P de A et B divisé par P de B. C'est quoi P de A et B? C'est le nombre de cas favorables à A et B. Ça veut dire la cardinalité de A inter B divisé par la cardinalité de oméga. La probabilité de B, c'est la cardinalité de B divisé par la cardinalité de oméga. Toujours la cardinalité de oméga, c'est 36. Alors, la cardinalité de A inter B, lorsque je fais A inter B, regardez ici A inter B, il y a uniquement 4 résultats. Alèche, le 4-4, tous ces résultats se trouvent dans A, sauf le 4-4 qui ne se trouve pas dans A. Donc, lorsque je fais A inter B, il me reste uniquement 2 et 6, 3 et 5, 5 et 3 et 6 et 2. Donc, il reste. مش خالص ما فيك بالك دايرها. الكاردينال تاع اوميغا علاش 36؟ علاش؟ علاش 36 اوميغا؟ علاش 36؟ Ce sont deux dés différents. Je m'entends par exemple, deux couleurs différentes. فهمتك. فهمتني ولا؟ كي ناخذ deux dés de deux couleurs différentes. مش تجيني un rouge, un bleu. غلطتني سيمultanément. ايوه عارف. simultanément. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Ok. Ok. Ben, alors, donc c'est 4 sur 36 divisé à la P de B, elle est 30 sur 36. Je simplifie par 36, je vais dire 4 sur 30. D'accord? Allez, il y a P de A, sachant B. Donc, sachant B, je te crois des 4 sur 30. Sachant B, ça veut dire je divise plus par 36, je divise uniquement par 30. Et dans ces 30 résultats, il y en a combien qui se trouvent dans A, qui sont des chiffres différents? Il y en a 1, 2, 3 et 4. C'est-à-dire, j'aurais pu directement, au lieu de passer par la formule, je calcule directement P de A sachant B en faisant un raisonnement. Allez, directement, c'est 4 sur 30. Sachant B, ça veut dire quoi? C'est plus le oméga, j'ai plus les 36 résultats possibles, j'ai uniquement 30. Donc, le nombre de cas possibles, ça devient 30. Et je regarde dans ces 30 résultats, il y en a combien de couples dont la somme égale à 8. Donc, si je regarde, il y en a uniquement 4. Donc, ça devient 4 directement sur 30. Alors, exemple d'application pour le théorème de multiplication de probabilité. Hein, c'est-à-dire, lorsqu'on vous demande de calculer la probabilité d'intersection, hein, en vous donnant la probabilité conditionnelle, alors soit l'expérience aléatoire qui consiste à tirer au hasard l'une après l'autre et sans remise 2 ampoules électriques dans une boîte contenant 10 ampoules, dont 3 sont défectueuses et 7 sont bonnes. Donc, je sais que dans une boîte, il y a 10 ampoules. Les 10 ampoules, il y en a 3 qui sont défectueuses et 7 sont bonnes. Alors, on définit les événements suivants. Alors, D1 et D2, l'ampoule tirée au premier tirage, elle est défectueuse. D2, c'est au deuxième tirage, elle est défectueuse. Et B1, B2, pour dire que l'ampoule tirée au y tirage, premier tirage, deuxième tirage, elle est bonne. Alors, ici, on vous demande de calculer, de tirer 2 ampoules défectueuses aux 2 tirages. Tirer 2 ampoules défectueuses au 2 tirages, ça veut dire D1 inter D2. C'est-à-dire tirer une ampoule défectueuse au premier tirage et tirer une ampoule défectueuse au deuxième tirage. Donc, on veut calculer la probabilité de D1 et D2, inter D2. Or, la probabilité de D1 inter D2, c'est quoi? C'est la probabilité de tirer une ampoule défectueuse au premier tirage et c'est égal à combien? C'est 3, puisqu'il y a 3 sur 10 ampoules.
3 qui sont défectueuses, 3 sur 10, et fois la probabilité de tirer au deuxième tirage une autre ampoule défectueuse, mais sachant qu'au premier tirage, j'ai déjà tiré une ampoule défectueuse. Donc ici, le nombre total d'ampoules va être diminué de 1, à la khatr, le tirage est effectué sans remise, donc le nombre total d'ampoules, c'est plus 10, c'est 9. Et puisque j'ai tiré au premier tirage une ampoule défectueuse, même le total des ampoules défectueuses, c'est plus 3, c'est 2. Donc il me reste 2 sur 9. Donc la probabilité de D2 sachant D1, c'est-à-dire la probabilité de tirer une ampoule défectueuse au deuxième tirage, sachant qu'au premier tirage, j'ai tiré une ampoule défectueuse, et c'est 2 sur 9. 2. Attends, j'ai déjà tiré au premier tirage une ampoule défectueuse, donc il me reste 2 parmi 3. Et 9, puisque l'ampoule qui a été tirée au premier tirage n'est plus remise dans la boîte, donc j'ai plus 10 ampoules, j'ai uniquement 9. D'accord? Donc ici, je viens de calculer une probabilité de l'intersection à partir d'une probabilité conditionnelle. Alors, on termine par la formule de la probabilité totale et par la suite la formule de Bayes. Alors, une boîte contient 3 pièces de monnaie. La première, elle est régulière. Je parle de régulière, ça veut dire que la probabilité d'obtenir pile limite à la probabilité d'obtenir face. Donc, elle n'est pas truquée. Alors, la deuxième pièce est à double face. Ça veut dire la probabilité d'obtenir face est égale à 1 et la probabilité d'obtenir pile est égale à 0. Et la troisième, elle est truquée de façon, elle est faussée de façon à ce qu'elle tombe 2 fois plus souvent sur le côté face que sur le côté pile. Je m'en étais. Maintenant, lorsque je lance cette pièce 3 fois de suite, je vais obtenir 2 fois face et 1 fois pile. Donc, la probabilité d'obtenir face, c'est 2 tiers et la probabilité d'obtenir pile, c'est 1 tiers. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui. Alors, voici l'expérience aléatoire. Ici, dans la première phrase, on vous donne le contenu, on vous donne une explication sur le contenu de la boîte. Dans cette deuxième phrase, on vous donne c'est quoi l'expérience aléatoire qu'on veut faire. Alors, une pièce est tirée au hasard dans cette boîte. Et donc, dans cette expérience aléatoire, il y a 2 opérations. On tire une pièce, ça c'est la première opération, et la deuxième opération, je lance cette pièce. Qu'est-ce qu'on vous demande ici? On vous demande de trouver la probabilité d'obtenir le côté face. Le côté face peut provenir de la pièce numéro 1, c'est-à-dire de la pièce régulière, comme il peut provenir de la pièce B, la pièce qui tombe, qui est à double face. Comme elle peut provenir aussi de la pièce qui tombe 2 fois plus souvent sur le côté face que sur le côté pile. Donc ici, c'est un peu compliqué de déterminer ce type de probabilité directement. Alors, dans ce type d'exercice ou de type d'expérience aléatoire, je vous conseille très souvent de schématiser l'expérience aléatoire de ce qu'on appelle un arbre d'événements. Alors, c'est quoi le rôle de cet arbre d'événements? C'est pour schématiser l'expérience aléatoire ici. D'accord? Je vais schématiser. Ça, voilà. On a tous les cas possibles chez Ziouli. Alors, nabda la première partie de l'expérience. Je commence avec la première partie de l'expérience. Dans la première partie de l'expérience, je tire une pièce de la boîte. Est-ce qu'il a dit que la pièce Lula non truquée, elle est favorisée sur l'autre, voilà, sur la troisième? Il n'a rien dit. Si il ne dit rien, ça veut dire que toutes les 3 pièces sont indiscernables au toucher, c'est-à-dire que je ne peux pas, lorsque je mets ma main dans la boîte, je ne peux pas les distinguer. Donc, il n'y a aucune pièce qui est favorisée sur l'autre. Les 3 pièces, ils ont la même chance d'être tirées de la boîte. Elle est dans le cas où il ne dit rien. Vous supposez toujours qu'ils ont la même chance d'être tirés. Donc, c'est pourquoi ici, j'ai mis 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc, ici, A, B et C, la pièce tirée est régulière. B, la pièce tirée est à double face. C, la pièce tirée est faussée de façon à ce qu'elle tombe 2 fois plus souvent sur le côté face que sur le côté pile. Donc, la probabilité de l'événement A, c'est 1 tiers. La probabilité de l'événement B, c'est 1 tiers. Et la probabilité de l'événement C, c'est 1 tiers. C'est-à-dire la probabilité de l'événement C, c'est-à-dire obtenir, tirer la pièce faussée. Est-ce que c'est clair, cette première partie de l'arbre d'événements?
Oui, Oui. monsieur, c'est clair. Ok. Maintenant, supposons que j'ai tiré la pièce A. Ça y est, je me suis placé dans le cas où j'ai tiré la pièce A. Maintenant, je vais schématiser la deuxième opération de l'exercice aléatoire. Allez, je lance la pièce. Maintenant, sachant que la pièce tirée est A, lorsque je lance la pièce, je vais obtenir pile ou face. Puisque la pièce A, elle est régulière, c'est-à-dire elle est parfaite, elle n'est pas truquée, donc la probabilité d'obtenir pile égale 0,5 ou 1,5, et la probabilité d'obtenir face est égale à 1,5. Maintenant, sachant que la pièce tirée de la boîte, c'est la pièce numéro B. C'est une pièce qui est truquée. C'est une pièce, elle fait un double face, côté pile. Donc, la probabilité de tirer pile, c'est égal à 0, puisque ma fiche pile. Et la probabilité d'obtenir face, c'est égal à 1. Lorsque je tire cette pièce, je suis certain que je vais obtenir le côté face. C'est une pièce à double face. Je termine par la pièce C. Lorsque je tire la pièce C, la probabilité d'obtenir pile, on a vu, c'est 1/3. Elle tombe 2 fois plus souvent sur le côté face que sur le côté pile. Donc, la probabilité d'obtenir face, c'est 2/3. Alors, on a vu que 1/3, c'est P de A. Alors, P, c'est obtenir le côté pile. F, obtenir le côté face. Mais je vois que ici, le 1,5. Le 1,5. En termes de probabilité, c'est quoi? Est-ce que c'est P de P ou wahadha? Le 1,5, c'est quoi? P de P sachant A. Voilà. La probabilité d'obtenir le 1,5, c'est la probabilité d'obtenir pile, sachant que j'ai tiré la pièce A. Donc, les probabilités, tu vous fais au deuxième niveau, c'est-à-dire au niveau de la deuxième opération. Le coulomb, c'est des opérations, coulomb, c'est des probabilités conditionnelles. Alors que ici, les probabilités sur le premier niveau de l'arbre, ce sont des probabilités normales. P de A, P de B, P de C. Alors que toutes les probabilités qui se trouvent au-delà du niveau 1, on peut trouver des arbres avec 2, 3, 4 niveaux. Alors, à part le niveau 1, à c'est des probabilités normales, toutes les autres probabilités, ce sont des probabilités conditionnelles. Donc, il y a 1,5, c'est P2, obtenir pile, sachant que j'ai tiré la pièce A. 0, c'est quoi? La probabilité d'obtenir pile, sachant que j'ai tiré la pièce B, etc. Maintenant, comment je vais, ce qu'on vous demande ici, il ne faut pas oublier la question, c'est quoi? Trouver la probabilité d'obtenir le côté face. Donc, qu'est-ce qu'il vous demande de calculer ici? P de F. Alors, comment je calcule le P de F? Et c'est quoi? Le F peut provenir de la pièce A. Donc, la probabilité de F est A, plus la probabilité de F et B, la pièce ou le côté face peut provenir aussi de la pièce B. Et le côté face peut provenir aussi de la pièce C. Donc, le côté face peut provenir de la pièce A, ou le côté face aussi peut provenir de la pièce B, et la même chose, le côté face peut provenir de la pièce C. Alors, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire, c'est la probabilité de tirer la pièce A fois la probabilité d'obtenir le côté face, sachant que j'ai tiré la pièce A. Regardez ici, P de A fois P de F, sachant A. C'est quoi? C'est P de F et A. P de F et B, c'est quoi? C'est la probabilité de tirer la pièce B fois la probabilité d'obtenir face, sachant que j'ai tiré la pièce B. Plus P de F et C, c'est quoi? C'est la probabilité que j'ai tiré la pièce C fois la probabilité que j'obtiens face, sachant que j'ai tiré la pièce C. Alors, ça veut dire quoi? Je multiplie toutes les probabilités des chemins qui nous amènent à F. Donc, 1/3 fois 1,5, plus 1/3 fois 1, plus 1/3 fois 2/3. Ça me donne la probabilité d'obtenir le côté face. Vous voyez ici, sans cet arbre d'événements, il est un peu difficile de calculer cette probabilité. L'arbre d'événements ici, ça nous facilite énormément la tâche pour calculer ce type de probabilité. Alors, oui, il y a la partition ici. Tout à l'heure, on parlait du système complet d'événements, B1, B2 jusqu'à Bn. Mais je vais ici, la partition ici. C'est quoi la partition ici?
c'est l'événement A, B et C. C'est-à-dire c'est la partition terre. Dans cette boîte, il y en a uniquement, le côté face, il peut provenir uniquement de A, B ou C. Il ne peut pas provenir d'une autre pièce qui n'existe pas. Alors, un deuxième exemple d'application. Est-ce que c'est clair, Rabbi? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, monsieur. Ok. Alors, un professeur sait par expérience que la probabilité de réussir son cours est de 95% pour celui qui travaille régulièrement, de 0,5 pour celui qui travaille plus ou moins, et de 0,2 pour celui qui ne travaille pas du tout. Quand même, une 20% de chance de réussir le cours. Alors maintenant, ce même professeur estime de plus que parmi les élèves qui suivent son cours, il y en a 50% qui travaillent régulièrement, 35% qui travaillent plus ou moins. Donc, il y a, c'est quoi le pourcentage qui ceux qui ne travaillent pas du tout? Il y a 50% qui travaillent régulièrement, ou 35% qui travaillent plus ou moins. 15%, non. Donc, il y a 15%, 15%. 15% qui ne travaillent pas du tout. Alors, si je sélectionne un étudiant au hasard dans ce groupe, alors, la première question, quelle est la probabilité qu'il réussisse le cours? Deuxième question, sachant qu'il a réussi le cours, quelle est la probabilité qu'il n'a pas travaillé du tout? Alors, tout d'abord, je vais construire les événements. Donc, on va faire un arbre d'événements. Alors, l'étudiant, donc l'événement A, l'étudiant, il travaille régulièrement. L'événement B, l'étudiant travaille plus ou moins. Et l'événement C, l'étudiant ne travaille pas du tout. Alors, R, pour dire que l'étudiant a réussi le cours. R', l'étudiant n'a pas réussi le cours. Alors, voici notre arbre d'événements. Alors, tout d'abord, on travaille. Il y a une conséquence à l'ordre chronologique logique. Je travaille, par la suite, je réussis ou non. Donc, je mets l'événement A, l'événement B et l'événement C. C'est les événements de la partition. On a partitionné les étudiants en 3 sous-groupes. Ceux qui travaillent régulièrement, ceux qui travaillent plus ou moins, et ceux qui ne travaillent pas du tout. Maintenant, le oméga, ou l'ensemble des étudiants, il est divisé en 3 sous-événements. Qui intercepter 2 à 2, l'intersection 2 à 2, l'intersection entre ceux qui travaillent régulièrement et ceux qui travaillent plus ou moins. C'est le vide. Il y a 2 à 2, A inter B, A inter C et B inter C, c'est toujours le vide. A union B, union C, je retrouve l'ensemble de tous mes étudiants. Avec Alex, il s'appelle A, B et C. C'est un système complet d'événements. C'est la partition virtuelle avec B1, B2 jusqu'à Bn. Alors, donc, l'événement A, c'est le pourcentage des étudiants qui travaillent régulièrement. Sauf que c'est 50%. Le B, c'est 35% qui travaillent plus ou moins et 15% qui ne travaillent pas du tout. Ben, maintenant, pour un étudiant qui travaille régulièrement, selon ce professeur, il y a 95% de chances qu'il va réussir le cours. Donc, qu'est-ce qu'il reste? 5% de chances qu'il ne va pas réussir ce cours, va échouer ce cours. Pour ceux qui travaillent régulièrement, il y a 50% de chances qu'ils vont réussir le cours et 50% de chances qu'ils vont échouer le cours. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas du tout, donc 20% de chances qu'ils vont réussir le cours et 80% de chances qu'ils ne vont pas réussir ce cours. Alors, c'est la première question ici. C'est la probabilité de réussir le cours. Donc, P de R, il veut calculer P de R. Alors, je connais P de R. Alors, c'est, on regarde tous les chemins qui nous amènent à R et je multiplie les probabilités. Donc, c'est P de A, c'est 0,5 fois P de R, sachant A, elle est 0,80 plus P de B, elle est 0,35 fois P de R, sachant P, elle est 0,5 plus P de C, elle est 0,15 fois P de R, sachant C, elle est 0,2. J'aurai la probabilité de réussir le cours. Si on vous demande de calculer la probabilité de jouer le cours, tout ça, P de A, sachant P avec. C'est quoi la probabilité de R'? P de R. Calculer P de R'.
On fait la même chose, R' part vers R'. لا لا نعملوا 1 moins P de R. يعطيكم الصحة les deux sont corrects. علاش؟ كان تذكروش يوزك كي نرجع باش نرجع لكم les propriétés. تذكروا البروبريتي هذه ولا؟ Ça y est. Sachant B, c'est 1 moins P de A, sachant B. Donc, je peux utiliser cette propriété. Maintenant, je me dis, on coule P de R. Hein? Elle est P de R. P de R prime ici, P de R prime. Et c'est 1 moins P de R. Donc, il suffit de mettre 1 moins 0,68. Je vais trouver P de R prime. C'est la manière la plus courte. Mais il y a une autre manière. Elle est qui m'amène à P de R. Je calcule P de R prime. Je dois lire. 0,5 fois 0,05. On bat 0,35 fois 0,5 plus 0,15 fois 0,8. Vous allez exactement trouver 0,38. Allez, 1 moins 0,68. D'accord? 0,32 plutôt. Vous allez trouver 0,32 exactement. D'accord? Ben, alors, je vous la deuxième question ici. Qu'ayant réussi le cours, sachant qu'il a réussi le cours, c'est quoi la probabilité qu'il n'a pas travaillé du tout? Qui lors les événements A, B, C, R, R', c'est la probabilité de quoi? De C, sachant R. Voilà. Sachant, ayant réussi le cours. La formation additionnelle de laquelle il y a qu'il a réussi le cours. Mais je veux savoir, est-ce que cet étudiant se trouve parmi les étudiants qui n'ont pas travaillé du tout? Donc, ce que je veux calculer ici, c'est P2, C, sachant R. احنا شنو اللي نعرفوها احنا؟ اللي نعرفوها هي P de R sachant C. اللي هي 0,2. شفتوها ولا؟ 0,2 هذه شنو هي؟ هي c'est P de R sachant C. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord? هو maintenant il demande P de C sachant R. هي شفتوا لنا هي normalement فما الكوز et la conséquence. Alors باش تفهموها اكثر. الكوز تجي قبل الكونسيكونس في l'ordre chronologique des choses. D'accord? Donc normalement, ce qu'on connaît souvent, c'est la probabilité de la conséquence sachant la cause. Elle est qui? Généralement, elle est connue. Ce qui est inconnu, c'est quoi? C'est la probabilité de la cause sachant la conséquence. Et de temps où elle dit c'est la cause, travailler ou non. La conséquence, c'est réussir. Donc, ce qui est connu ici, c'est la probabilité de la conséquence sachant la cause. Elle dit qu'il sera connu. Elle dit 0,2. P de R sachant C. La formule de Bayes, elle dit que c'est ça. La probabilité de la cause sachant la conséquence. Pas de la conséquence sachant la cause. De la conséquence sachant la cause, elle est souvent connue. L'inverse de l'ordre chronologique des choses. La probabilité de la cause sachant la conséquence, on utilise la formule de Bayes. Je trouve la formule de Bayes, c'est très simple. P de C sachant R, et c'est P de C fois P de R sachant C, divisé par P de R. Je m'arrête. P de C fois P de C, R sachant C, signé P de C. 0,15 fois 0,2, P de R sachant C fois P de C, donc 0,15 fois 0,2, divisé à la P de R, la première question. Qu'est-ce qu'il représente ce chemin par rapport à la somme totale de chemins qui nous mène à R? Qui mène le P de R, c'est la somme de tous les chemins qui nous mènent à R. Il y a 0,5 fois 0,95, plus 0,35 fois 0,5, plus 0,15 fois 0,2. Formule de Bayes, il y a P de C sachant R. Donc, c'est la probabilité de la cause, C, travailler, sachant la conséquence, réussir. C'est une conséquence de quoi? De la cause de ne pas travailler ou travailler régulièrement ou de ne pas travailler du tout. Donc, lorsqu'on vous demande la probabilité de la cause, sachant la conséquence, donc c'est la formule de Bayes, et on inverse ici, donc ça devient la probabilité de la conséquence, sachant la cause, fois la probabilité de la cause, divisé par la probabilité de R qui était calculée dans la première question. C'est-à-dire ce qu'on appelle la formule
de base. Est-ce que c'est clair? Oui. Ça va? Bien. Oui. Alors, on termine par l'indépendance en probabilité. Hein, on termine ce cours-là, c'est par l'indépendance. Déjà, à titre Bekri, c'est quoi l'indépendance? Alors, lorsque la réalisation d'un événement A ne modifie pas la probabilité de révélement, la probabilité de réalisation d'un événement, plutôt, lorsque la réalisation d'un événement B ne modifie pas la probabilité de la réalisation d'un événement A, on dit que A est indépendant de B. Ou Bekri, à titre comme un exemple, la probabilité que je veux prêter à une personne de l'argent, sachant qu'il a les yeux bleus, c'est la probabilité que je prêtais à cette personne de l'argent. Le fait qu'il a les yeux bleus ou qu'il a les yeux autre couleur, ça ne change rien. Donc, formellement, on écrit P de A sachant B, puisque le B, ça n'affecte pas hein, la probabilité de réalisation de A. Donc, P de A sachant B, c'est P de A. Maintenant, l'information additionnelle que vous venez me donner, ça n'affecte en rien la probabilité de réalisation de A. Alors, il donne la probabilité conditionnelle, la formule de la probabilité conditionnelle. Je te fais voir en Ninjet. La définition de la formule. La définition de la formule de la probabilité conditionnelle. Il a des P de A, sachant B, qui est indépendant. C'est P de A. Donc, je vois les si A et B sont indépendants, alors P de A inter B égale P de A. C'est P de A fois P de B. D'accord? Donc ici, j'arrive ici. Alors, lorsque A et B sont indépendants, alors tout simplement, P de A inter B égale P de A fois P de B. Donc ici, s'il vous plaît, il faut faire la distinction entre la notion d'indépendance et la notion d'incompatibilité. Alors, deux événements sont incompatibles si la probabilité de A, bon, A inter B est égal le vide, et dans ce cas, la probabilité de A union B, c'est égal à la probabilité de A plus la probabilité de B. Maintenant, deux événements sont indépendants. Ça veut dire quoi? La probabilité de A inter B égale la probabilité de A fois la probabilité de B. Alors, prenons un exemple d'application. Et on va clôturer ce cours-là avec un exemple, cet exemple-là. Alors, j'ai dans une urne qui contient 12 boules qui sont numérotées de 1 à 12. On tire au hasard une boule. Et on considère les deux événements suivants. L'événement A, la boule tirée porte un nombre pair. L'événement B, la boule tirée porte un nombre multiple de 3. Alors, la question ici, est-ce que ces deux événements sont indépendants ou non? Alors, je commence tout d'abord. Alors, on a dit que deux événements sont indépendants. Il suffit qu'ils vérifient l'égalité suivante. Ils ont P de A inter B égale à P de A fois P de B. Si cette égalité est vérifiée, alors je peux dire que ces deux événements A et B sont indépendants. Et donc, ces deux événements sont dépendants. Alors, il suffit de déterminer ici c'est quoi le A, l'événement A, et c'est quoi l'événement B. Alors, l'événement A, on a la boule tirée et paire. Donc, H fait 2, 4, 6, 8, 10 et 12. L'événement B, c'est un multiple de 3, donc 3, 6, 9 et 12. Donc, c'est quoi la probabilité de A ici? C'est la cardinalité de A divisée par la cardinalité de oméga. Donc, 6 sur 12, c'est 1,5. La probabilité de B, c'est quoi? C'est 4 sur 12, donc c'est 1 tiers. Alors, lorsque je multiplie P de A fois P de B, c'est 1,5 fois 1 tiers, c'est 1 sixième. Maintenant, il faut que je vérifie est-ce que P de A inter B égale à 1 sixième ou non. Alors, je détermine le A ici et j'ai le B ici. Je fais leur intersection. Alors, A inter B, qu'est-ce que je trouve? Deux résultats, c'est le 6 et le 12. Alors, la probabilité de A inter B est toujours, c'est le nombre d'éléments qui se trouvent dans A inter B divisé par le nombre d'oméga, le nombre d'éléments dans oméga. Donc, 2 sur 12 est égal à 1 sixième. Alors, on vient de vérifier que P de A fois P de B, donc 1,5 fois 1 tiers, égale à 1 sixième. Elle est hiébida, c'est la probabilité de A inter B. Donc ici, je peux conclure que les deux événements A et B sont indépendants. Et la rythme des deux valeurs sont différentes, alors je dis que les deux événements A et B sont dépendants. Est-ce que c'est clair, la notion d'indépendance? Oui. Excellent. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Oui. Oui. Alors. Deuxième chapitre.
Alors. Ben, donc, ben, pour les visioconférences, est-ce que vous préférez toujours le week-end ou au cours de la semaine? Probablement, on est un peu en retard. Donc, peut-être, probablement, je vais essayer de programmer une au cours de la semaine. Oui, monsieur عاملينها au cours de la semaine. ويكاند خاطر أكثريتنا نخدموا. Et il est là, نعرف au cours de la semaine, je parle le soir. Toujours le soir. Oui, monsieur خير راهو. Surtout باش نجمو نخدمو تي monsieur. باهي. بتيتر مع 8 هكاك باهي نتصور الناس الكل. 8 ل 9 8h30 9h هكاكا. اي وي au cours de la semaine ما نطولوش برشا نعملوا 1 heure برك فهمتني. Oui, plus fraîche au cours de la semaine, de 8 à 9, باهي نتصور. Voilà, 8h30 à 9h30, tout dépend. D'accord. Ben. Quand on est un peu en retard par rapport au décalage. Alors, donc il n'y a pas de question pour le chapitre 1, c'est bon? Alors, le deuxième chapitre, donc, ça parle des variables aléatoires et lois usuelles. C'est la continuité du chapitre 1. Donc, ici, on va voir la notion de variable aléatoire d'une manière générale. Donc, je commence ce chapitre par c'est quoi le lien. Jusqu'à maintenant, on a parlé d'expérience aléatoire, ensemble fondamental, événements, résultats, etc. Attends, un autre concept, je dis, c'est les variables aléatoires. On va voir c'est quoi entre variables aléatoires et ensemble fondamental. Hein. Par la suite, on va voir, il y a deux types de variables aléatoires. Il y a ce qu'on appelle les variables aléatoires discrètes et les variables aléatoires continues. On va voir quelles sont les propriétés des variables aléatoires discrètes et continues. Et chacun des types de variables. Oui? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, pour chaque type de variable aléatoire, on va voir quelques lois usuelles de probabilité. الناس الكل قريتوا قبل probabilité ou non. Ça peut est-ce que je rentre en détail, non trop en détail. Ce qui m'intéresse surtout, c'est les points 4 et 5 et surtout le cinquième point. Hein. Les lois continues usuelles qu'on va utiliser. Hein. Surtout, essentiellement, c'est la loi normale ou les lois qui sont construites sur la base de la loi normale. Mais, alors, au fur et à mesure, on va y aller doucement. Alors, je commence tout d'abord par une mise en contexte. Hein. Alice نستعمل la notion, une nouvelle notion جديدة اللي اسمها expérience اسمها variable aléatoire. Alors, dans une expérience aléatoire, au lieu que je m'intéresse aux résultats eux-mêmes, hein, je m'intéresse plutôt à une caractéristique numérique du résultat. Et je tape avec un exemple, vous allez mieux comprendre. Alors, je lance une pièce de monnaie 3 fois de suite. Alors, je prends une pièce de monnaie, une première fois, j'observe qu'est-ce que j'obtiens. Je reprends la même pièce, je la lance une deuxième fois, et je lance la troisième fois. Alors, voici l'ensemble fondamental. Donc, ici, l'ensemble fondamental, c'est un ensemble de triplés. Le résultat, c'est un triplé. Par exemple, un des résultats possibles, c'est d'obtenir face, face, face. Un autre résultat possible, c'est d'obtenir pile, pile, pile. Alors, comment retrouver tous les 8 résultats possibles? Alors, il suffit de tracer un arbre d'événements. Alors, ça, c'est le premier lancé. Je peux obtenir pile ou face. Supposez qu'au premier lancé, j'obtenir pile. Donc, au deuxième lancé, toujours pile ou face, etc. Jusqu'au troisième lancé. Donc, il suffit de lire cet arbre-là, toutes les branches de cet arbre. Donc, PPP, PPF, PFP, PFF, etc. Et on va retrouver
les 8 résultats possibles de cette expérience aléatoire. C'est l'arbre d'événements qui nous a aidé à schématiser cette expérience aléatoire. Est-ce que c'est clair? Les 8 résultats. Oui. Oui, oui, oui. Excellent. Alors, au lieu de s'intéresser à ces résultats directement, on pourra s'intéresser à une caractéristique numérique de ce résultat. Par exemple, je ne m'intéresse pas au résultat lui-même. Je ne m'intéresse pas, c'est quoi la probabilité d'obtenir face, face, face. Yeah. Par exemple, je veux m'intéresser, c'est quoi la probabilité d'obtenir 2 fois face. 2 fois face, c'est une variable, je peux définir le nombre de faces. Alors, si je définis une variable que j'appelle le nombre de faces, donc c'est comme je vous demande de calculer P de x, supposons que j'appelle x, et le nombre de faces obtenues. Donc, si je vous demande c'est quoi la probabilité d'obtenir 2 fois face, c'est la probabilité que le x égale 2. Donc, une variable aléatoire, c'est une caractéristique numérique que possède chaque résultat de l'ensemble fondamental. Alors, je vais vous donner un exemple qui est plus frappant. Alors, restons toujours tout d'abord dans cet exemple. Alors, l'exemple, on a 8 résultats possibles, où le x que je viens de définir, c'est une caractéristique numérique du résultat, et c'est le nombre de faces obtenues. Alors, x, quelles sont les valeurs possibles de x? Je lance une pièce de monnaie 3 fois de suite. C'est quoi le nombre de faces obtenues que je peux avoir? Est-ce que je peux avoir 0 faces? Oui. Donc, x, elle peut avoir la valeur 0. Est-ce que je peux avoir une face? Oui. Oui. Est-ce que je peux avoir 2? Oui. Est-ce que je peux avoir 3? Oui. Est-ce que je peux avoir 4? Non. Les valeurs possibles de cette variable que je viens de définir, le nombre de faces, les valeurs possibles, 0, 1, 2 et 3. Et je peux associer à chaque résultat de l'ensemble, sauf tout à l'heure, la correspondance entre l'ensemble fondamental et l'ensemble des valeurs possibles de la variable aléatoire. Par exemple, 0, ça veut dire quoi? J'ai obtenu 0 face. Un seul résultat qui nous amène à 0 ici. Alors qu'ici, une face, il y en a 3 résultats. C'est les 3 derniers résultats. PPF, PFP et FPP. Donc, c'est quoi une variable aléatoire? On va voir, c'est une application qui associe à chaque résultat de l'ensemble fondamental un nombre réel d'une manière générale. Ici, c'est un cas particulier, c'est un nombre entier, mais d'une manière générale. Et c'est une application qui associe à chaque élément ou à chaque résultat de l'ensemble fondamental un ensemble, une valeur réelle. Interno, un autre exemple plus frappant que je vais aller ça, le résultat lui-même, c'est pas intéressant. On s'intéresse à une caractéristique numérique du résultat. Alors, prenons un exemple, les jeux au hasard. Alors, on est au jeu, par exemple. Un joueur lance un dé à 6 facettes équilibrées. Alors, s'il obtient les chiffres 1, 2, 3 ou 4, il perd 5 dinars. Il lance le dé une seule fois. Si le joueur obtient le chiffre 5, il gagne 7 dinars. Sinon, il obtient le chiffre 6, il gagne 10 dinars. Le 4, il perd 5 dinars. Au 5, il gagne 7 dinars. Au Kijib 6, il gagne 6 dinars. On appelle X la variable aléatoire qui est égale au gain algébrique du joueur. Alors, le terme algébrique pour dire que ce gain-là, il peut être positif ou négatif. Un gain négatif, un gain algébrique négatif, c'est une perte. نزيدوا كلمة خاطر هو كي نحطوا كاع وحده في المخيلة نتاع العباد ديما رابح ديما حاجة بوزيتيف. لكن يزيدوا كلمة algébrique, c'est pour dire un gain algébrique, il peut être positif comme il peut être négatif. S'il est positif, c'est un gain. S'il est négatif, ça devient une perte. Alors, c'est quoi les possibilités de gagner ou de perdre? Je l'ensemble fondamental. Je lance un dé une seule fois. Donc, l'ensemble fondamental, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, si j'aurais 1, 2, 3, 4, je perds 5 dinars. Donc, j'ai mis moins 5. Si j'obtiens 5, je gagne 7. Donc, plus 7. Et si je gagne 10. Donc, ici, ce qui m'intéresse, c'est le gain. Ce n'est pas d'obtenir 1, 2, 3. Non. Donc, ici, vous voyez, c'est rarement qu'on s'intéresse aux résultats eux-mêmes. Plutôt, on s'intéresse à une caractéristique numérique du résultat. Le X, le gain algébrique, c'est une caractéristique numérique des résultats de l'ensemble fondamental. Donc, on voit ici, à chaque résultat de l'ensemble fondamental, on associe ici
un entier relatif ici. Hein. C'est l'ensemble Z ici. D'accord? La définition mathématique d'une variable aléatoire. Alors, une variable aléatoire, c'est quoi? X. Les variables aléatoires sont toujours notées par des lettres majuscules, toujours. D'accord? Alors, c'est une application définie sur l'ensemble fondamental qui associe à chaque résultat élémentaire de oméga une valeur réelle. Donc, il associe à chaque résultat une valeur réelle. C'est-à-dire, c'est quoi? Une variable aléatoire. Alors, chaque variable aléatoire a un ensemble de valeurs possibles. Le nombre de faces, il y a 0, 1, 2, 3, ou fait le gars, on a moins 5, je crois, 7 et 10. Donc, n'importe quelle variable aléatoire que vous définissez, elle a un ensemble de valeurs possibles. Alors, la nature de cet ensemble de valeurs possibles, c'est lui qui va vous dire est-ce que cette variable aléatoire, elle est discrète ou elle est continue. Sauf qu'il y a une correspondance entre l'ensemble oméga et les valeurs possibles d'une variable aléatoire. Donc, on aura les mêmes types que l'ensemble fondamental. Alors, lorsque l'ensemble des valeurs possibles d'une variable aléatoire, il est fini ou infini, mais il reste toujours dénombrable, on dit que cette variable aléatoire, elle est discrète. Et généralement, cette variable aléatoire, elle prend ses valeurs soit dans l'ensemble des entiers naturels, soit dans l'ensemble Z des entiers relatifs. Là où c'est entier naturel, le cas fini, c'est le Z. Maintenant, lorsque l'ensemble des valeurs possibles d'une variable aléatoire, il est infini et non dénombrable, alors cette variable aléatoire, elle est dite continue. Une variable aléatoire continue, en d'autres termes, elle peut prendre n'importe quelle valeur réelle dans un intervalle réel. C'est-à-dire qu'il y a une variable aléatoire continue. Alors, on va commencer par une variable aléatoire discrète. Donc, c'est quoi la distinction entre variable aléatoire discrète et variable aléatoire continue? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? C'est bon? Oui. Excellent. Alors, je commence par comment déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète. Supposons que j'ai défini une variable aléatoire discrète, par exemple comme x tout à l'heure. X, c'est le nombre de faces obtenues. J'aimerais bien, c'est quoi la loi de probabilité de cette variable? Comment déterminer la loi de probabilité de cette variable aléatoire? Alors, définition. Je commence par la définition. Définir une loi de probabilité de cette variable aléatoire discrète x, et généralement on le note par petit f, indice la variable aléatoire x, consiste tout d'abord à identifier toutes les valeurs possibles de cette variable aléatoire. C'est la première étape. Deuxième étape, associer à chacune de ces valeurs possibles une probabilité. Donc, la loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète, je peux la représenter dans un tableau. Le tableau a fait deux lignes. Sur la première ligne, on met les valeurs possibles que peut prendre la variable aléatoire. La deuxième ligne, c'est quoi la probabilité à associer à chacune de ces valeurs possibles. Alors, ici, j'ai mis une remarque. Pour tel je une loi usuelle discrète, qui est une loi binomiale poisson. Mais ce genre de tableau, on va utiliser plutôt des formules. D'accord? Mais qui tape une loi quelconque, mais une loi connue, c'est une loi usuelle, mais c'est une loi connue. Qui tape une loi inconnue ou elle est quelconque, généralement, bien sûr discrète, je parle, d'une variable aléatoire discrète. La loi de probabilité de cette variable aléatoire, elle est présentée dans un tableau. Sur la première ligne du tableau, on met les valeurs possibles que peut prendre cette variable aléatoire. Sur la deuxième ligne du tableau, on met la probabilité à associer à chacune des valeurs possibles. Par exemple, ici, supposons que la variable aléatoire grand X, elle prend une valeur X1. Donc ici, je mets X1, la première valeur possible de la variable aléatoire. Et ici, je mets, c'est quoi la probabilité que le X égale à X1. Ici, c'est quoi la probabilité que le X égale à X2, etc. Voilà. Monsieur, oui. هي نفس الأوميجا إي في الشابيتر الأولاني. كيفاش؟ الإكس إي لوبسيرفاسيون نفسها لوكيورونس معناتها نفس الأوميجا إي في الشابيتر الأولاني. لا مش هي بيتا، مش هي بيتا. عارف شو نقول لك علاش مش هي بيتا؟ مش بيتا إي. هما لي أوميجا إي. شفت الأنسامبل فوندامونتال؟ الآن هذه هي أوميجا 1، الدو هي أوميجا 2، هذه أوميجا 3. نحكي حال هذوما إكس إي. هذه هي اكس موان 5. شفت الموان 5 هذه اكس 1، 7 هذه هي اكس 2، 10 هذه سي اكس 3. وهذوما
les oméga I, c'est les résultats de l'ensemble fondamental. Les XI, c'est les valeurs possibles de la variable aléatoire X. F-1 تاع les XI هكاك l'oméga toi. اي تنجم هكاك تنجم تحط هكاك وي هي حتى هكاك خاطر الاف موان 1 تاع لي اكس باغ اكزومبل تاع الاكس 1 الاف موان 1 تاعها هما 4 فالور بوسيبل شفت 1 ولا 2 ولا 3 1 2 3 4 الاف موان 1 تاع 5 دونك سي با فريمون الاف موان 1 ها كان عندي بيجيكسيون وقتها dans les f moins 1. Le fait les xi, ce sont des valeurs possibles de la variable aléatoire x. Les wi, c'est les résultats possibles de l'ensemble fondamental. Hein? C'est comme ça qu'il faut faire la distinction. D'accord? Alors, c'est quoi une des propriétés d'une loi de probabilité de la variable aléatoire x qui est discrète? Alors, propriété les plus importantes, alors, qui n'aime de la propriété Lula, c'est la probabilité que le x égale à n'importe quelle valeur, c'est-à-dire p de x égale à xi, c'est-à-dire petit f de xi, elle est toujours positive ou nulle, quel que soit i appartenant à R. Attends, une probabilité, elle est toujours positive ou nulle. Ça reste toujours une probabilité. La deuxième propriété, la somme de toutes les probabilités de cette variable aléatoire, il faut que je trouve égal à combien? 1. Je fais la somme de toutes les probabilités qui se trouvent sur la deuxième ligne ici. Il faut que je trouve égal à 1. Avec une loi de probabilité. Donc, une loi de probabilité. Tout d'abord, il faut que toutes ces probabilités-là soient positives ou nulles. Deuxième propriété, il faut que la somme de toutes ces probabilités-là égale à 1. C'est tout à fait normal. Alors, étant donné que le xi, c'est les valeurs possibles de la variable aléatoire, et ces probabilités sont associées à chacune des valeurs possibles, c'est tout à fait normal. Elle chauffe le P de oméga, je crée un P de oméga égale à 1. Donc, la probabilité de toutes les valeurs possibles de la variable aléatoire, ils ont égale à 1. La somme des probabilités est égale à 1. Alors, on va voir la fonction de répartition par la suite. Les propriétés de la fonction de répartition, je vous fais un exemple. Alors, c'est quoi une fonction de répartition? Alors, une fonction de répartition de la variable aléatoire x et qu'on note grand F, sauf que qu'il a la probabilité petit f. La fonction de répartition ici, il a noté grand F de x. Alors, c'est la fonction de R qui part de R1 définie pour tout x appartenant à R, grand F de petit x, et c'est la que la variable aléatoire inférieure ou égale à petit x. Ça veut dire quoi ici? Je fais la somme de toutes les valeurs possibles de la variable aléatoire qui sont inférieures à ce petit x-là qui est là. Je répète, c'est une fonction de probabilité cumulée. Je fais le cumul des probabilités jusqu'à la valeur petit x. Donc, je répète, je fais la somme de toutes les probabilités allant de x1 jusqu'à xi qui est inférieur ou égal à x. Vous allez mieux comprendre avec un exemple tout à l'heure. Alors, c'est quoi les propriétés de la fonction de répartition? Alors, une fonction de répartition, tout d'abord, c'est une probabilité, donc elle est toujours entre 0 et 1. Alors, si je prends un x' plus grand que x, alors grand f de x', elle est toujours plus grand ou égal à grand f de x. On dit que f de x, elle est non décroissante. Et je termine par la dernière propriété. Lorsque j'ai P de A, lorsque je vais calculer la probabilité que le x entre A et B, avec ici une inégalité stricte et ici une inégalité faible, elle est inférieure ou égale, alors ça devient f de B moins f de A. Un exemple. Un exemple. On va voir tous ces concepts-là dans cet exemple. Alors, dans un jeu, une ion contient 3 boules vertes, 2 boules rouges et 4 boules noires. Un joueur tire simultanément 2 boules de l'ion. Le tirage d'une boule verte fait gagner 4 dinars. Celui d'une boule rouge fait gagner 2 dinars. Et celui d'une boule noire fait perdre 6 dinars. On admet qu'il y a équiprobabilité des tirages.
Attends un exemple ici. Ainsi, lorsqu'un joueur, par exemple, tire une boule verte et une boule noire, verte, jible 4 dinars, noire, trace ses dinars. Donc, en tout, il va perdre 2 dinars. Donc, c'est un gain algébrique négatif. Donc, c'est une perte. Alors, soit la variable aléatoire x, qui, à chaque tirage de 2 boules, ce x-là, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le gain algébrique obtenu à ce jeu, en jouant à ce jeu. Qu'est-ce qu'il vous demande ici? De déterminer la loi de probabilité de x et de déterminer la fonction de répartition de x. Je vais déterminer la loi de probabilité de x. Il faut que tout d'abord, je détermine quelles sont les valeurs possibles de x. Par la suite, associer à chacune de ces valeurs une probabilité. Et je la loi de probabilité. Faire le tableau. J'ai essayé de schématiser ici l'urne. Donc, on a 3 boules vertes, 2 boules rouges et 4 boules noires. D'accord? Bien. Alors, il dit il tirage simultané de 2 boules. Donc, on dit en tout combien de tirages de 2 boules que je peux faire à partir d'un ensemble de 9 boules. Est-ce que l'ordre est important ici? Non. Donc, c'est une comparaison simultanée. Allez, ça. Voilà. Ça me dit simultané. Donc ici, je chauffe, on dit combien de mains de 2 boules je peux former à partir d'un ensemble de départ de 9 boules. Donc c'est ces 2 9, allez, je fais 36. Ben, je chauffe tous les cas possibles. Moi, on dit des boules vertes, boules rouges et boules noires. Les deux, je mets 2 vertes, je mets 2 rouges ou 2 noires. ولا نجم واحده verte واحده rouge واحده verte واحده noire ولا واحده rouge واحده noire. هذو هما tous les cas possibles اللي نجم يجيو. Et pour chacun de ces cas, je calcule les gains algébriques. كي نجم 2 vertes, معناتها 2 vertes عندي plus 8. 4 دينار على كل واحده. Voilà, نضرب 8. نجم 2 rouges. 2 دينار على كل واحده. 2 دينار على كل واحده 4 دينار. نجم 2 noir نخسر 12 دينار نخسر 6 دينارات على كل واحد. باهي توا كي نجبد روج فيرت دونك نربح 6 دينار. 6 دينار. فيرت نوار نخسر 2 دينار وروج نوار نخسر 4 دينار. دونك هذوما 8 دينار وال4 وال12 وهذوما الكل سي لي فالور بوسيبل دو لا فاريابل aléatoire x اللي انا je l'ai définie en bleu لنا اللي هي c'est quoi? Elle représente le gain en jouant à ce jeu. Donc, c'est comme je viens de remplir la première ligne du tableau. Donc, les premières lignes du tableau, les valeurs possibles de la variable aléatoire. Les valeurs possibles. Et s'il vous plaît, peut-être que je ne l'ai pas mentionné ici sur les diapositives, dis-moi tout dans un ordre croissant. D'accord? Dans n'importe quel ordre. C'est moins 12. Par la suite, moins 4, moins 2, 4, 6 et 8. Je te fais le tableau. C'est la première ligne du tableau. Maintenant, je vais associer une probabilité. C'est quoi la probabilité que je réalise une perte de 12 dinars? Je m'attends une perte de 12 dinars. 12 dinars. C'est quoi la probabilité de tirer 2 boules noires? Le seul résultat, c'est les résultats. La première colonne, c'est les résultats de l'ensemble fondamental. Alors que c'est les valeurs de la variable aléatoire. C'est du W. C'est du XI. Alors, qui fait ce 12 dinars? Je tire 2 boules noires. Je tire 2 boules noires. Je 2 boules noires parmi 4 ou 0 boules parmi les 7 qui restent. Monsieur? Oui. بلي سامحني علاش حطيت هذيك ناخذ 0 بول parmi les 7 qui restent؟ علاش حسب رايك؟ هي تيجي combien هي؟ Elle a déjà hésité les 2 boules نتاعي. Alors 4A pour compléter les 9. علاش حطيتها؟ هي نورمالمون كي تعملوا C07 تعطيك 1 هي بطبيعتها. تجي 1 بطبيعتها. حبيت نقول لكم اللي انا هزيت 2 بول من الاربعه ولا وما مش حتى خاطر عندي لي 2 بول خاطر انا جو تير سيمالتانيمون 2 بول جوري بو علاش تقول فيها انا مش ناس حتى من الاخرين؟
مش هز حد شيء اخرين لا vous pouvez ne pas le mettre انا حسيتها juste pour expliquer وكاو d'accord alors وقت نستعملوها لنا وقت نهز deux boules de couleurs différentes تبدا عندي verte ou rouge donc نهز une من trois alors tu as une verte et une rouge نهز une من trois verte واحده من اثنين rouge وكاو donc une je complète ma main اللي هي فيها deux نهز واحده verte واحده noire اش معناتها une من trois verte et une من quatre noire une من trois verte une من quatre noire toujours par le nombre de cas possibles liés au ceux des 9 alors donc les probabilités que je trouve ici نحطهم dans un tableau alors, vérifions est-ce que la somme égale à 1 ou non c'est l'une des propriétés toutes les probabilités sont positives ou nulles je vérifie la deuxième propriété est-ce que la somme égale à 1 ou non on dit 6 plus 8 c'est 14. 14 plus 6, c'est 26. 27 plus 6, c'est 30. Plus 3, c'est 36 sur 36. Donc ici, elle vérifie la deuxième propriété. Ici, je parle de cette propriété-là. La somme de toutes les probabilités de la deuxième ligne du tableau, il faut qu'elle soit égale à 1. Et ici, si je prends n'importe quelle probabilité associée à une valeur, c'est toujours elle est positive ou nulle. C'est ce qu'on vient de vérifier ici. Donc ici, je viens de répondre à la première question. Je viens de déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Est-ce que c'est clair? Oui. Ça va? Oui, c'est bon. Bien. Deuxième question, la fonction de répartition. Et je crois qu'on va s'arrêter ici. Oui, عندك الحق بس Comme juste la fonction de répartition, on s'arrête ici. Inch'Allah, je vais essayer de programmer une séance. Alors, si, là, pardon? l'ordre عملناه par ordre croissant باش نستعملوه في الفونكسيون دو ريبارتيسيون. يعطيك الصحة. على خاطر في الفونكسيون de répartition, c'est une fonction de probabilité cumulée. On fait le cumul à chaque fois. 6 sur 36, هي بيدا تهبط لنا في الفونكسيون de répartition. Voici la deuxième ligne, ou plutôt la troisième ligne. La troisième ligne, c'est la fonction de répartition. À chaque fois, je fais le cumul. Puisque là, on a 6 sur 36, on a valeur balha. Donc, tu as 6 sur 36. C'est la probabilité. Elle est grand F de moins 12. Voilà. Si grand F de moins 12, je vais calculer grand F. Grand F de moins 12. Alors, quelle est la définition de grand F de moins 12? Il y a la définition de ta grand F. Grand F de moins 12, c'est la probabilité que le x est inférieur ou égal à 12. Je fais la somme des probabilités de toutes les valeurs possibles de x qui sont inférieures ou égales à 12. Elle est x égale à moins 12. C'est la seule f de moins 4. Dans la définition, f de moins 4, je fais quoi? Grand f de moins 4, c'est quoi? Et c'est la probabilité que le x, la variable aléatoire, inférieure ou égale à moins 4. Je fais la somme de toutes les probabilités de la variable aléatoire qui sont inférieures ou égales à moins 4. Inférieure ou égale à moins 4. Moins 12. 6 sur 36 plus 6 sur 36. 6 plus 8, 10, 14. Plus 26, il y a plus 12. 12 plus 14, c'est 26. 1 plus 26, c'est 27. 6 plus 27, c'est 33. Donc, à chaque fois, je fais le cumul. Le plus important, c'est à la fin, donc, 3 plus 36, automatiquement, c'est 36 sur 36 est égal à 1. D'ailleurs, on l'a vérifié tout à l'heure que la somme de toutes les probabilités est égale à 1. Voici la fonction de répartition. Est-ce que c'est clair maintenant, tous ces concepts? Ça va? Oui. Voilà. Je vais arrêter le web. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Enfin, moi, j'ai des questions. Enfin, moi, j'ai... Ça va. monsieur الفونكسيون دو Oui. ريبارتيسيون هذيك مش واضحة بالكدا. الريبارتيسيون؟ Ben, نعاودها مش مشكل. Ben. دقيقة برك je repartage le...
دقيقة برك. Voilà. Là, je l'intégralité. Ouais. Alors, نشوفوا la définition بتاعها la fonction de répartition شنو هي c'est grand F de petit x. هذه c'est la variable aléatoire grand x وهذه c'est grand F, c'est une fonction grand F de petit x. هي c'est la probabilité que la variable aléatoire grand x est inférieure ou égale à petit x. D'accord? Petit x هذا هو بيدو هذا. نجي في l'application هذه. Alors, l'exemple هذا هذو هما les petits x. Moins 12, moins 4, moins 6. Si je veux calculer f de moins 12, grand F de moins 12, c'est grand F de moins 12. J'ai une large définition là. Grand F, petit x par moins 12, je dois dire c'est la probabilité que le x, la variable aléatoire, est inférieure ou égale à moins 12. La variable aléatoire peut prendre plusieurs valeurs, moins 12, moins 4, 4, 6, plusieurs. Il y a combien de valeurs qui sont inférieures ou égales à moins 12 par variable aléatoire x? Il y a une seule valeur et il y a 12, moins 12. Donc, la seule probabilité à faire la somme est P de x égale à moins 12. Donc, avec علاش لنا grand F de moins 12 هي بيدها petit f de moins 12 ou la probabilité que le x égale à moins 12. Je te fais de deuxième valeur, elle est moins 4. Je veux calculer grand F de moins 4. Je te parle de 14 sur 36. Grand F de moins 4, dit لنا dans la définition, grand F de moins 4. Et c'est la probabilité que le x est inférieur ou égal à moins 4. Je vais faire la somme des probabilités pour x, il y a des valeurs inférieures ou égales à moins 4. Il y a combien de valeurs possibles de la variable aléatoire qui sont inférieures ou égales à 4? Moins 4. Il y a moins 12, moins 4. La probabilité que le x est égal à moins 12 plus la probabilité que le x est égal à moins 4. Donc, c'est 6 sur 36 plus 8 sur 36. Je n'ai pas 14 sur 36. Grand F de moins 2. La somme des probabilités que le x soit inférieur ou égal à moins 2. D'accord? On dit que la valeur inférieure ou égale à moins 2. On dit moins 12, ou moins 4, ou moins 2. Donc, la probabilité que le x est égal à moins 12 plus la probabilité que le x égale à moins 4 plus la probabilité que le x égale à moins 2. Donc, qu'est-ce que je trouve? 6 plus 8 plus 12 égale à 26. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, merci, monsieur. Donc, c'est bon? La loi de répartition. Et qui fait? La loi de répartition, fait quoi sert de définir la loi de répartition? Et il fait le calcul des probabilités. Surtout, je ne sais pas avoir la variable aléatoire continue. Le calcul de probabilité, ça devient beaucoup plus simple. Lorsqu'on utilise la fonction de répartition en calcul de probabilité. D'ailleurs, on va utiliser le P de x entre A et B. Il y a grand F de B, où on va calculer la probabilité que le x soit entre moins 12 et 4. On va aller directement, c'est F de 4 moins F de moins 12. C'est la fonction de répartition grand F. Donc, surtout, on va utiliser la propriété 3. Je trouve l'intérêt surtout au niveau lorsqu'on va étudier les variables aléatoires continues. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? بلي l'enregistrement وقتاش نجم تهبطوا لنا؟ Ce soir, Inch'Allah. Inch'Allah, ce soir, نهبطوا Inch'Allah. Merci. C'est bon? Merci, c'est bon. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. Inch'Allah, كان تحققوا حاجة كان tout moment avec email ولا حاجة تجبد تطلبوني. Avec vous pouvez me contacter avec email. فما حتى مشكلة. À vous aussi. Merci, monsieur. Ok, merci. Bonsoir. 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 Merci, monsieur.
Ça va.